Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je ne suis pas toute seule aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. On a une petite surprise pour vous. On a eu envie avec mon amie Evelyne Ourcade, ici présente. Bonjour tout le monde. Qui va pouvoir se présenter, mais je vais déjà faire l'introduction. Donc Evelyne est une très grande amie qui habite pas loin, qui habite Guilbonde. Donc pour les personnes qui habitent pas loin du Terrassonnais, mais même ailleurs, il y a possibilité de la consulter évidemment. Donc elle est sophrologue, elle est dans l'écoute thérapeutique et puis bien d'autres choses. Mais c'est vrai que tu es très axée sur la méthode de Carl Rogers, sur vraiment l'écoute, la communication. Et on se rejoint beaucoup à différents niveaux, je trouve, puisque pareillement, je fais de l'écoute thérapeutique, même si je n'ai pas été formée à la même méthode. Mais on a envie de se rejoindre aujourd'hui pour discuter de sujets qui sont assez essentiels, je dirais même vitaux actuellement. Profondément humain. Profondément humain, oui. Dans une série de vidéos. Dans une série de vidéos. On va commencer par la série qui va être axée sur l'écoute thérapeutique, c'est-à-dire comment communiquer entre nous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les communications sont très compliquées. Voilà, pour ne pas dire plus. Alors, nous le constatons beaucoup quand nous sommes en consultation avec des personnes qui visiblement sont en grande souffrance et ce ne sont pas toujours... ce sont plutôt des victimes, on va dire, de problèmes de communication qui essayent de trouver des solutions. Et en fait, le but est simplement de vous permettre de mieux comprendre ce qu'est une bonne façon de communiquer, de développer le sujet, de s'écouter. Voilà. Et ça passe vraiment par l'écoute. Apprendre à s'écouter. Voilà. Sans s'interrompre. Bravo. C'est ce que je viens de faire. Voilà. Je viens de t'interrompre. Mais pour mieux rebondir. J'essaierai de ne pas vous interrompre. Tu peux. Pas trop en tout cas. Et puis un autre sujet, alors on va faire une série de sujets. Le deuxième sujet va traiter des émotions, la gestion des émotions et qu'est-ce que le lâcher prise, parce que c'est un mot qui est devenu très à la mode, très vague, c'est un peu le fourre-tout. Mais on a envie un petit peu de recalibrer les choses et surtout comment vous proposer une façon pratique finalement. Notre vécu peut-être. Notre vécu aussi. Notre vécu du lâcher prise. Voilà, parce que nous ne sommes pas des surhumaines. Non. nous sommes des humaines comme vous, avec une histoire, avec des histoires dans une grande histoire. Et du coup, on est passé nous-mêmes par des vertes et des pas mûres. Des phases difficiles et des phases plus tranquilles. C'est ça. Donc, à travers notre expérience et puis en tant que praticienne dans la relation d'aide, on a acquis certaines méthodes et puis on a appris aussi, on a compris à travers notre pratique un certain nombre de choses qu'on aimerait vous partager. Donc, on va parler d'un certain nombre de choses, voilà. On va commencer par, je pense, par l'écoute. L'écoute. Oui, ça va être sympa parce qu'on a l'habitude d'aborder souvent des sujets profonds entre nous en discours. On se dit, on aurait dû s'enregistrer. Alors là, on a décidé de le faire. Non, voilà, alors, ça paraît plus formel, mais en fait, c'est assez informel. On va essayer d'oublier, moi je vais essayer d'oublier la caméra parce que je suis pas très à l'aise avec ça par rapport à toi qui as l'habitude. Et donc, je vais discuter avec toi et je vais essayer d'oublier. Elle n'existe même plus. si je pense très très fort à vous et au message que je vais faire passer. Même si je fais ça. Non, pas des gros plans, s'il te plaît. Non. Y aurait-il un problème avec l'image de toi? Non, avec la timidité. Alors, ce sera un sujet à aborder, c'est la timidité, parce que franchement, c'est quelque chose qu'on a en commun. Ça paraît pas, mais je garde une certaine réserve. Je n'ai plus la timidité que j'avais avant, ça a disparu. Heureusement, merci. Mais je n'ai pas toujours à prime abord, on me pense sociable, je suis sociable, mais j'ai une certaine réserve et étant hypersensible, on en parlera aussi, je pense, de l'hypersensibilité qui est liée et qui accentue aussi, je pense, vraiment beaucoup la timidité. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent quand même. J'ai eu des personnes souvent,
on attire souvent quand même un public. On attire les personnes qui nous correspondent et à qui on correspond. C'est ça. Il n'y a pas de hasard. Non, Pour vraiment les gens pas. qui viennent nous voir. Oui. Comment tu es sortie de ta timidité? Voilà. Bonne question. Je vais faire de l'écoute par rapport à ta timidité. Un grand merci. Par exemple, Voilà. c'était pas prévu. C'était pas prévu, Non. mais c'est un super sujet parce que j'ai pas l'habitude d'en parler justement. Donc c'est l'occasion. Parce que là, tu parles très bien. Tu trouves toujours les mots parfaits pour Merci. exprimer, pour expliquer ce que tu ressens, ce que tu vis. Moi, j'ai pas le même vocabulaire. Mais c'est intéressant de savoir, bon, tu as toujours aimé la langue française. Oui. Tu écris très bien. Merci. Donc, tu as une maîtrise du vocabulaire que tout le monde n'a pas. Mais ça n'empêche pas que tu restes timide au fond de toi, si j'ai bien tout compris. Et comment as-tu réussi à sortir de ta carapace de timidité? Parce que c'est lié, je pense, avec l'hypersensibilité. Quand on est hypersensible, on se protège automatiquement. Oui, c'est ça. Mais elle est toujours en trame de fond. Je peux pas dire que la timidité, c'est un état vraiment de mon vécu, de mon ressenti, de cette grande hypersensibilité où je capte tellement les émotions des autres, les ambiances, tout ce qui... Il y a un effet de porosité, médecine symbolique d'ailleurs, qui est une discipline extrêmement intéressante qui m'a beaucoup aidée. Ça fait éponge, donc en faisant éponge, ça n'arrange pas. Et étant petite, bon, c'est vrai que j'ai étudié la numérologie, en apprenant la numérologie, j'ai appris à mieux me connaître aussi. J'ai compris que j'avais à la base déjà pas un déficit, mais une très grande difficulté, une peur intense d'aller vers les autres. Mais c'était plus qu'une peur, c'était un état de panique en fait, tu vois. C'était. Pourquoi tu avais peur? Je n'ai aucune idée. J'avais l'impression de déranger. Oui, c'est ça. Que je dérangeais. Même taper à la porte de mon ami. J'étais face à un mur. Je trouvais pas le le geste ne pouvait pas se faire, donc j'attendais toujours que les autres, et j'attends souvent que les autres viennent vers toi. Parce que j'ai une très grande difficulté. Des fois on me dit tu m'appelles pas, ou enfin on me fait pas le reproche parce que je sais que mes amis me comprennent, mais j'ai encore gardé une forme de timidité dans le sens où j'ai du mal, surtout quand je vais mal, je me referme et j'en ai besoin quelque part. Je n'arrive pas à exprimer. Il faut que j'attende un petit moment avant d'y arriver. Donc pour arriver à canaliser ça, c'est vraiment venu avec le temps en m'affirmant. Parce que j'ai été très agressée, très blessée, brutalisée physiquement, moralement, beaucoup de brimades, beaucoup de coups. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Beaucoup de non-droits, pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Donc un contexte qui est très très enfermant, qui n'arrange pas l'expansion de la communication. Et j'avais tout le temps l'impression d'être tellement différente des autres que j'étais dans un autre univers. Pour moi, j'étais comme une extraterrestre. Et c'est très compliqué de se sentir différent. Oui. Et de ne pas comprendre pourquoi en plus. Et oui. De ne pas savoir pourquoi, pas pouvoir mettre de mots, mais qu'est-ce qui fait qu'on me rejette? Et on me le disait, non, on ne veut pas toi parce que tu es différente. Mais qu'est-ce que j'ai de différent? Et qu'est-ce que ça fait mal? Et qu'est-ce que ça fait mal? Je me dis, mais j'étais toute seule contre le pilier du préau, en fait. Ouais. Je comprends très bien. J'en connais une autre. La bienvenue. Vivre dans la peur, en fait. Peur. Et puis la peur de la brimade, la peur du rejet. Oui. De l'agression, parce que en plus, non seulement j'étais rejetée, mais j'étais agressée. Des moqueries. De la dévalorisation. Oui. Quand je voulais chanter, j'ai toujours aimé chanter, on me disait non, toi tu sais pas chanter. Ça m'a cloué le bec, littéralement. J'ai plus pu exprimer, sauf à partir depuis 2 ans en fait, je me suis autorisée. Donc en fait, pour sortir de la timidité, il a fallu que j'apprenne à m'autoriser, à me dire j'ai le droit de, je suis pas plus bête qu'une autre,
je me reconnais, apprends à me reconnaître et à me valoriser. Ma mère m'a beaucoup aidée à me valoriser. À te valoriser. Elle m'a dit, non, Ça, tu c'est es quelque chose de très important. Ouais, la valorisation. Et j'avais que ma mère comme soutien, puisque moi, j'ai eu un père plutôt complètement absent. Hein, voilà. Et donc, quand j'avais des discussions avec ma mère, c'était plutôt constructif. Elle m'aidait à faire remonter tes qualités. Mes qualités. Voilà, elle me dit, mais tu as toujours été très intelligente. Et du coup, je me suis beaucoup reposée sur l'idée de l'intellect. Et comme j'ai toujours été boulimique de connaissances, je me suis réfugiée dans les études parce que c'était ma nourriture intérieure. Et tu vois, cette passion a permis peut-être de dépasser ta timidité. Oui. Et ce qui m'a permis aussi, je l'ai conscientisé récemment, je l'ai toujours vécu comme quelque chose de négatif, mais mes parents faisaient partie des témoins de Jéhovah, donc c'était vraiment très enfermant et oh là là, pesant. Par contre, même si j'étais obligée de faire des exposés en public devant une salle comble d'au moins 30 à 50 personnes, c'était toujours ma mère qui jouait le rôle. Qui facilitait en fait. C'est ça. Qui introduisait, comme ce que tu es en train de faire. C'est ça. Pour moi. Voilà. Et donc ça m'a permis déjà d'exprimer par l'écrit ce que j'aimais, puisque j'ai toujours aimé écrire, et c'était plus facile pour moi d'écrire ce que je ressentais et ce que je voulais exprimer que de l'exprimer verbalement. Donc j'avais les yeux rivés sur ma feuille. Et oui, parce que quand tu écris, il n'y a pas d'interaction. Tu es avec toi, voilà. Donc c'est plus facile. C'est ça. Exactement. Et quand tu es en face de quelqu'un, c'est déjà plus compliqué. T'as le regard de l'autre. Et oui. Et quand tu ne te sens pas en confiance parce que tu ne connais pas. Et puis le regard de l'autre me terrifiait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je suis nulle? Parce que je me disais, je suis nulle. C'est des mots très très durs et que j'ai gardés jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Hein. Et des fois, j'ai des mauvais réflexes. Je me dis, oh, je suis bête. Enfin, oui, ça va bien. Voilà. Mais j'en prends conscience. Et le fait de prendre conscience en fait, des mots, le fait de pouvoir m'exposer et de voir que finalement, j'avais des applaudissements, ça m'a valorisée. Je me dis, t'es remontée dans ton estime. Mais j'y croyais pas. Non. Je pouvais pas y croire. Je disais, non, c'est pas vrai, c'est des hypocrites. Voilà. Non, c'est pas vrai, c'est parce que je suis une enfant, c'est pour ne pas me blesser. Voilà. C'est pas possible. Non, j'ai été nulle, franchement, ça aurait pu être vraiment été tellement... Comment dire, programmée pour être descendue, que quand tu étais valorisée, tu disais, c'est pas possible. C'est pas possible, ça n'existe pas, non, c'est pas vrai. Et en fait, je pouvais pas y croire, tout simplement. Et comme je n'avais pas d'amis, ou alors les amis étaient très éphémères, ils rentraient, ils sortaient, donc la relation, elle a été compliquée. Donc j'étais extrêmement seule jusqu'à mes 19 ans, où ma mère m'a obligée à faire des études secondaires. Finalement, je la remercie, même si elle m'a fait une vie d'enfer, qu'elle m'a énormément dévalorisée à ce moment-là, parce qu'elle m'a dit, mais m'a traité de tous les noms. Mais pourquoi, à un moment donné, elle te soutenait, et pourquoi après, elle t'a dévalorisée? Je sais pas, elle a toujours été comme ça. Ça a toujours été en dents de scie. Ça a toujours été les montagnes russes, donc je savais pas si, en fait, quelle était ma place. Ah oui, alors ça t'a perturbé aussi. Ben oui, puis mon père ne me laissait pas ma place, ou alors je n'existais pas à ses yeux. Et en fait, quand j'existais aux yeux de quelqu'un, tantôt c'est bien, tantôt c'est négatif, et c'est très dévalorisant. Et c'est très déstabilisant, parce que tu sais jamais comment on va apprendre, on va te... Oui, du coup je ne disais plus rien, je disais encore moins, et en plus après j'avais le reproche, je disais, ma mère me dit, mais tu dis rien, tu gardes tout pour toi. Bah oui, mais bon... J'ai trop peur de la réaction. J'avais peur d'être tapée, j'avais peur vraiment d'être tapée, J'étais dans ce qu'on appelle en psychologie une double contrainte, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, c'est jamais bien, et donc ça bloque complètement l'individu. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des doubles contraintes, et c'est ce que j'ai appris en fait. La psychologie m'a aidé vraiment à comprendre et à décoder ça. Et à mes 19 ans, ce qui m'a aidé à sortir de mon cocon, de ma carapace, de ma peur terrible, ça a été d'avoir ma vraie première amie. Une vraie première, l'affectif. L'affectif. Voilà.
J'avais eu ma meilleure amie Dounia quand j'étais en Lorraine, parce que j'ai grandi en Lorraine, je suis née là-bas. À 10 ans, on est parti dans le sud parce que on avait des gros problèmes de santé à cause du climat. Hein. Et puis mon père avait vécu la sidérurgie l'avait vraiment beaucoup abîmé. Ma mère elle est plutôt méditerranéenne, donc voilà, on a retrouvé une meilleure santé. Mais du coup, j'ai perdu mon repère, ma meilleure amie. Déménager, c'est toujours c'est ça, compliqué. Donc j'étais complètement déracinée. Et là-bas, les Catalans sont très chauvins. C'est-à-dire que tout de suite, ils m'ont dit « Ah, toi, t'es pas d'ici. » Combien de fois j'ai pu l'entendre. T'es une replantée. Ouais, t'es étrangère, toi. T'es une étrangère. T'es une étrangère. Ah oui, c'est carrément, t'es une étrangère, toi. Ah, t'es pas catalane. Et quand je disais « Mais nous, on n'est pas français », ils disaient hein. Nous, on est catalans, hein. On n'est pas français. Hein. Oui, donc c'est encore difficile. Encore une étape à franchir. Oui, et puis ils parlaient en catalan. Les jeunes parlaient en catalan. Donc j'ai appris à parler un peu quelques mots de catalan. Si j'ai tout oublié, mais il y avait des anecdotes qui étaient rigolotes, hein. Il n'y a pas eu que du négatif, mais globalement c'était le rejet total. Mais tu as été obligée quelque part de t'adapter et de toujours passer les barrières pour t'affirmer et te raccrocher, si j'ai bien compris, à tes facilités d'écriture, tes passions, parce que tu avais plein de passions à l'intérieur de toi qui t'ont permis de dépasser tout ça. C'est ça. J'étais un rat de bibliothèque. Voilà. C'est exactement ça. C'est très important d'avoir un point d'ancrage. Oui, c'est ça. C'est ça. Et d'avoir ce point d'ancrage, pour moi, ma motivation, c'était de réussir mes études, de réussir ma vie. Je voulais pas finir pauvre comme mes pauvres parents. Parce que mes parents ont beaucoup souffert de la pauvreté et on en a souffert, hein, tous. Même si mes parents étaient très généreux, très gentils, j'ai un père adorable. Il n'a pas été présent, mais il est super gentil. Voilà. Donc c'est vraiment pas le côté méchant de mon père. Non, ni même ma mère, c'est pas quelqu'un de méchant du tout. Ils font avec ce qu'ils sont. Ils ont fait avec ce qu'ils ont pu et franchement, je trouve qu'elle a eu un courage immense avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'on a traversé avec une sœur malade qui était schizophrène, hein, qui est tombée malade à l'âge de 12 ans, j'en avais 14. Ça nous a isolés encore un peu plus. On a été exclus de chez les témoins de Jéhovah. Enfin, moi, j'en suis partie. Là, j'ai osé à 17 ans. C'est quand même un chiffre clé. À dire non. Gentiment, mais je leur ai dit non, je pars, je m'en vais. Je me rappellerai toujours de ce moment-là. Ça a été le jour de la délivrance. Des décisions personnelles. J'ai posé un acte. Il te faut vachement de courage, hein, pour dire ça, non, je veux plus. Oui, je voulais plus. Déjà à 14 ans, je voulais plus, mais il nous a fallu vraiment un temps de mûrissement, on va dire, pour vraiment réaliser toute l'hypocrisie, oui, il y a une énorme hypocrisie et un rejet. Il y avait une non-empathie en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on parle vraiment de cette communication, parce que l'empathie, c'est vraiment au cœur du sujet. Si on n'a pas d'empathie, on ne peut pas écouter. On peut pas, tu vois, là tu m'écoutes, mais tu ressens, enfin, je t'accompagne. Tu m'accompagnes. Je t'accompagne dans ce que tu es en train de dire, sans me fondre en toi, en restant moi-même, mais je t'accompagne au plus près de ce que tu es en train de dire, de ton histoire. Et une des techniques de communication, c'est vraiment la reformulation, ce que tu fais. Quand on communique vraiment, on reformule. Par exemple, on fait miroir. Je te renvoie en fait. Bon, là j'ai compris ce que tu as dit, mais j'aurais pu te dire, est-ce que j'ai bien compris là par rapport à ça? Est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? Et c'est très important. Parce que là, tu te sens comprise, tu te sens accompagnée et tu peux continuer à parler de toi en toute confiance. Oui, et en plus, ça amène à des prises de conscience. Voilà. Des choses. Alors c'est vrai que ces prises de conscience, je les ai eues déjà il y a longtemps, mais ça permet vraiment de libérer des choses qui sont au plus profond de l'être et qui remuent énormément, parce que c'est vrai que quand je parle de mon enfance, j'ai pas l'habitude d'en parler facilement. J'ai écrit mon autobiographie, je bloque encore un peu sur des sujets qui sont très durs, hein. Un jour je le sortirai de toute façon, mais je pense qu'il faut un temps aussi où apprendre à se faire confiance, ça demande vraiment de la bienveillance. Moi, j'ai dû apprendre à avoir beaucoup de bienveillance envers moi-même pour sortir de ma timidité, m'accueillir,
sentir qu'on peut me faire confiance. Donc, comment j'en suis sortie en grande partie? Là, aujourd'hui, je me sens quand même bien par rapport à moi-même. Je me sens en accord avec moi-même. J'ai confiance en mes capacités, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années à peine. Il y a 3 ans. Le chemin parcouru, bravo, quoi. Merci. Merci, parce que c'est vrai que je suis revenue quand même d'assez loin. Tu es une autodidacte, hein, oui, de la vie. De la vie. Parce que j'ai pas eu d'aide du tout. Hein. J'ai jamais, même quand j'ai eu de l'aide, ça a été plutôt pour m'enfoncer. Et... Oui. De l'aide pour t'enfoncer. Pour m'enfoncer. Oui, voilà. il y a un truc que je comprends pas bien. La pseudo-aide. C'était pas Lapsus révélateur. Donc en fait, faire confiance après, c'est très compliqué. Absolument. Moi, j'avoue que j'ai énormément de difficultés à faire confiance à une ou un thérapeute parce que j'ai eu tellement de déboires à ce niveau-là que je me dis, mais à qui puis-je me fier vraiment? Qu'il soit sincère, qu'il soit authentique, qu'il soit vraiment dans la bienveillance. Et là, ce mot-là, pour moi, il est essentiel. Je pense être une personne bienveillante, on me le dit souvent. Je ne le réalisais pas auparavant, mais j'ai envie d'offrir aux autres ce que je n'ai pas eu en fait. Je te comprends tellement bien. Ouais. Ah oui. Et toi c'est pareil. Et quand je suis sortie de là en prenant confiance en moi, en me revalorisant, en reconnaissant que j'ai vraiment de la valeur, que j'ai pas besoin de me comparer aux autres, que j'ai pas besoin de mettre une échelle de valeur, que chacun est différent et que ma différence est une richesse. Voilà, exactement, c'est le mot juste. Et que c'est ma différence qui fait la différence. Très bien. Première séance, on arrête là. Faut pas que ça soit trop long, on continue. Pas trop long. On peut continuer parce que toi aussi tu as... Enfin, oui. Je pense que... J'ai de l'empathie pour Eric et je pense qu'il pourrait prendre une chaise. Oui, parce que là, ça doit pas être simple. Moi, j'essaie de faire de l'ombre sur Sandrine, en fait. Oui, parce que le soleil va nous attaquer. Ouais. On est attaqué par le soleil. Alors, je peux rebondir en vitesse par rapport à la timidité. Regarde ce que t'as dans la tronche. Et c'est vrai qu'il y aurait tellement à dire sur la timidité. Ouais. Et c'est un bon sujet parce que ça permet aussi de parler de nous. Moi, ce qui m'a parlé dans ce que tu viens de dire, et ce que je crois qui m'a sauvée, c'est d'avoir une passion. C'est d'avoir quelque chose qui nous amène à toujours avancer. Et d'abord, j'ai envie de dire, je n'avais pas le choix, parce que jusqu'à 25 ans, je bafouillais, je bégayais lamentablement, c'était l'horreur. C'était un vrai et en fait, je me suis dit, je me posais des questions que personne ne se posait, moi aussi je me sentais très différente. Quand j'osais exprimer ce à quoi je m'intéressais, j'étais traitée de folle, voilà. J'ai jamais su jouer avec, c'est pareil, j'avais pas d'amis, hein. J'ai jamais su jouer avec les enfants de mon âge, j'étais pétrifiée dans la cour de récréation, à l'école je vous dis pas, avec les enfants c'était pas la peine, avec mes parents c'était pas la peine non plus. Et en fait, à 25 ans, je lisais déjà beaucoup, je me questionnais beaucoup sur le sens de la vie, sur pourquoi on est là, c'est comment fonctionne l'être humain, l'affectif, les émotions, on en parlera aussi. Hein. Oui. Et en fait, je me suis aperçue quand j'ai commencé un travail de développement personnel, qu'à la fin du week-end, peu importe, hein, ça a passé par plusieurs... petite séquence d'apprentissage. J'ai tout essayé à l'époque. À partir de mes 25 ans, j'ai tout essayé. J'étais curieuse de tout. Et en fait, je me rendais compte qu'à la fin du week-end de travail, quand on faisait un cercle où chacun disait ce qu'il avait ressenti, ben là, je bafouillais absolument plus parce que j'étais dans mon élément, parce que je parlais avec mon cœur, parce que je parlais avec mes tripes et parce que je savais qu'on était tous là pour la même chose et qu'on on était là pour parler en vérité. En fait, sinon, c'était pas la peine. Oui. On pouvait aller ailleurs, c'est ça. n'importe quoi. Bon, voilà. Et là, je me suis dit, mais en fait, je parle très très bien. Je bafouille plus. Les mots viennent tout seuls. Et après, ça n'a jamais... ça a toujours été... ça a jamais ou ça a toujours, il faudrait savoir. Ça a toujours été un combat quand même. Oui. Parce qu'il fallait toujours... dépasser des barrières. Bon, ben, il y avait un challenge. J'ai fait des formations, des demi-journées de formation au stress.
La première demi-journée, oh mon Dieu, c'était horrible. Ouais. J'avais l'impression, je m'étais fait des notes parfaitement bien écrites, mais c'était horrible. J'avais un groupe très sympa qui a accepté, pauvre petit, qui a accepté. La deuxième fois, la deuxième opportunité que j'ai eue, je me suis dit, je peux pas y retourner. Ah. Eh bien, si, j'y vais. Et ça a toujours été comme ça. Bon, d'accord, eh bien, même si je me rends ridicule, même si je bafouille encore, même si je perds mes idées, j'y retourne. Et puis après, j'ai rencontré, pas très concrètement, mais Carl Rogers et son approche centrée sur la personne. Et là, quand j'ai vu le dépliant et comment on écoutait les gens, puisque c'était une formation à l'écoute, j'en ai pleuré, parce que je me retrouvais dans ce qui était écrit dans ce dépliant, ce que j'avais toujours voulu qu'on fasse pour moi. Voilà. Je me suis dit, je vais le faire pour les autres. Et en fait, je crois qu'on se ressemble sur ce plan-là, c'est-à-dire toujours abaissé, toujours humilié, toujours critiqué, toujours... c'était pas une vie, quoi. Et là, je me suis dit, apprendre à accueillir les gens dans tout ce qu'ils sont. Apprendre avec la bienveillance, avec bien sûr le non-jugement, l'empathie, les accueillir chaleureusement. La notion de chaleur humaine, de les mettre à l'aise. Oui. Quand ils rentrent, de leur dire, voilà, avec un petit peu d'humour, pourquoi pas, et puis voir s'ils sont bien installés. Les mettre en confiance chaleureusement. Et Carl Rogers disait, c'est un psychologue américain qui a été un des premiers de la psychologie humaniste, en fait. Qui dit, son refrain, sa base de travail, c'était que chacun de nous, on porte en nous nos propres solutions. Pourvu qu'on soit dans un climat de bienveillance, de sécurité et d'accueil. C'est rigolo ce que tu dis, parce que c'est exactement ce à quoi, quand j'ai fait mes formations en hypnose, ça a été ma grande révélation. C'est un peu le même parcours que toi, tu vois, c'était vraiment le besoin d'aller... Allez, on me dit que je suis nulle, je vais vous prouver le contraire. Voilà, allez, j'y vais. Tous les challenges, je les prends, je les affronte. C'est un peu comme les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, je les ai appliquées par moi-même. Et en fait, Milton Erickson, qui a créé finalement le nouveau mouvement de l'hypnose ericksonienne, disait la même chose que Carl Rogers, en fait. Je vois que ça se rejoint beaucoup, en fait, dans la méthode de communication, parce qu'on a vraiment tous rejoint, en fait. Parce que c'est du bon sens, c'est du simple bon sens. Quand on et c'est de l'humanité, parce que j'en ai eu vite marre des gens qui avaient un ego spirituel. Alors, c'est très facile d'avoir un ego spirituel, pour peu qu'en plus on ait un don. Moi, j'en ai pas, à part celui-là. Le cœur. Mais je me dis, non, restons humains, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit et surtout le cœur humain. Voilà. Et quand on a ces trois choses, et c'est rare, eh bien, mais on peut tous se retrouver, parce qu'au niveau émotionnel, et ça on en reparlera à un autre moment, quand on parlera des émotions, au niveau émotionnel, on est tous pareils, on fonctionne tous pareil. Et c'était ça ma première question quand j'avais 20 ans, je me disais, qu'est-ce qu'on a en commun? Pourquoi les émotions? Qu'est-ce qui nous manque? On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être accepté tel qu'on est, on a besoin d'être reconnu. Et on a besoin de faire partie d'un groupe aussi, de ne pas être toujours rejeté parce qu'on est anormal, parce que si, parce que là. C'est tellement horrible, le rejet, le jugement, la critique, la sécheresse de cœur, l'impossibilité de communiquer, parce que tu vois bien que l'autre, il reste sur ses a priori et qu'il ne va pas en démordre. Et j'avais l'impression de me battre contre une vitre qui ne pouvait pas s'ouvrir. Et ça, c'est aussi mon histoire et mon enfance. Mais quand j'étais petite, je me disais, je suis peut-être un peu brouillon là, mais je sors ce qui vient. Non, c'est bien, je me disais, mais avec mes parents, je me disais, je vais leur parler avec tout mon cœur, avec tout mon amour.
Et je pense qu'on va pouvoir y arriver. Oui. Mais non, pas du tout. Et là, ça a été la première baffe magistrale. Ah oui, oui. Je me suis dit, c'est pas vrai, même quand tu mets toute ton intention, tout ton cœur. Alors, je parle de relations affectives proches. Oui. Parce que dans la thérapie, c'est différent. Bien sûr. Mais là, je suis descendue de mon petit nuage sur les fesses. Hein. Ça fait très mal. Hein. Et après, je me suis dit, attention, faut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Oui, c'est ça. Donc, la capacité d'adaptation à l'autre. Sauf qu'il y a tellement de capacité d'adaptation que je me suis perdue. C'est ça. C'est le risque, Et là, on en parlera aussi. On en parlera. D'être une telle éponge, d'être tellement empathique que tu fais tout pour que l'autre se sente bien, mais toi, tu te perds, tu t'oublies. Et en fait, la question serait, enfin, moi j'ai envie de te poser la question, je te dirai mon ressenti, c'est, personnellement, j'ai l'impression que quand on a ce problème-là, en fait, d'hyper-adaptabilité, alors c'est une qualité, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça cherche à combler? C'est un besoin... Pour moi, c'était un besoin d'amour. Le besoin d'être aimé. D'être aimé, tout simplement. On en revient toujours à l'amour. Je donnais ce que j'avais tant besoin de recevoir. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu t'es tellement adapté. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, on le voit bien de nos jours. Ils sont tellement habitués, finalement, à être dans un rôle de soumission. Oui. Hein. On en revient finalement au cercle dramatique, le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, etc. On tourne en rond là-dedans et on passe d'un niveau à un autre. Et finalement, cette hyper-adaptabilité, si on pouvait la mettre à notre service dans un juste milieu, on aurait un juste positionnement. En fait. Sauf que les relations équilibrées, mais c'est pas gagné. Voilà. Parce que quand tu es dans l'empathie, parce que quand tu es dans l'humain, parce que tu es dans l'écoute, alors là aussi on en parlera, décidément. Mais justement, on est dans l'écoute. Parce qu'il y a des gens qui ne posent jamais de questions. Non. Et moi, j'ai toujours posé des questions, pas par curiosité, pour m'intéresser à l'autre, sauf qu'il n'y avait pas la réciproque. Voilà, on te pose et pas... le pire, mais j'ai mis des années à comprendre ça, c'est que je suis thérapeute dans l'âme. Oui. Donc les gens, ils sont attirés par moi. Et conclusion, moi, quand j'ai besoin d'eux, il n'y a plus personne. Non, parce que tu es déjà dans... Et oui, naturellement. Alors les gens me disent, mais il ne faut pas que tu sois thérapeute dans tes relations amicales et amoureuses. Sauf que je suis thérapeute. Alors, comment je fais? Alors, il faut peut-être rencontrer quelqu'un avec qui construire des relations équilibrées, comme nous deux. Bon, l'amitié, c'est facile, quoi qu'on a mis des années à apprendre à se connaître toutes les deux et à se faire une confiance totale. Bien sûr. Vu notre histoire, oui. Et oui, et il faut du temps, je pense. Oui. Et on a tellement besoin d'être aimé et d'aimer qu'en fait, on rencontre quelqu'un, on a un flash, en amitié, en amour, et on fonce dedans avant de connaître. Avant de connaître, on apprend les étapes. Voilà. Et en fait, non, je pense, là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas, j'en sais rien, chacun voit sa réalité, mais je pense qu'il faut prendre le temps de se connaître. C'est mon impression aussi. C'est s'engager trop vite, c'est un petit peu comme si on grillait les étapes pour cuisiner. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On projette sur l'autre l'image de ce qu'on attend. Voilà, c'est ça. On n'attend pas de le connaître et de voir ce qu'il est. Non. On projette sur lui, on dit ça y est, j'ai trouvé la meilleure amie du monde. C'est ça. Elle met des petits trucs que moi j'aimerais mettre. Super, je l'aime. Voilà. Et puis après, un mois après, oh là, qu'est-ce que commence à me renvoyer des trucs dans la figure, j'aime pas ça. Et voilà, je me suis encore fait avoir. Quoi. Oui. Et du coup, si je reformule, en fait, on a besoin d'apprendre, d'avoir ce temps-là d'incubation, en fait, cette phase d'incubation, pour vraiment que la relation se construise. Et pour qu'elle puisse se construire sur des bases saines, tu parlais justement des questions, mais justement de pouvoir poser, quand on est dans une écoute véritable, que pas forcément thérapeutique, mais l'écoute, c'est vraiment au quotidien, c'est envers tous, envers des amis, des non-amis, des gens qu'on rencontre comme ça. C'est à la fois, bien sûr, s'intéresser à eux, mais poser la question de qu'est-ce que tu entends par là, ou rebondir en fait, c'est-à-dire essayer à la fois de reformuler si on a bien compris,
Parce qu'on ne peut pas avoir de bonne communication ni de bonne écoute si on n'a pas réellement compris, parce que chacun a ses mots en fait. Et par exemple, si je dis le mot harmonie, voilà, chacun va y mettre absolument va y mettre ses valeurs, parce qu'on a tous, par exemple, quand on étudie en psychologie le Milton Model, hein, puisque lui il était psychiatre, hein, Milton Erickson, donc ça rejoint un peu Carl Rogers. On étudie la pyramide de Maslow, c'est les besoins essentiels, dont la reconnaissance, la base. Et on a dans cette pyramide, tout en bas, on a le contexte social. Ensuite, on a les comportements. Ensuite, on a toute une série on a les capacités. Ensuite, on a les valeurs, on a les croyances. Voilà, qu'elles soient positives ou qu'elles soient plus limitantes, mais c'est ce qui nous structure, nos architectes en fait, hein, c'est notre structure interne. Puis après, notre identité et ce qu'on appelle la mission, c'est-à-dire notre surmoi, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Et du coup, quand on est dans une communication, souvent on en reste dans je vais répondre par une affirmation en fait. Et cette affirmation-là, on va souvent se trouver à une opposition. Non, c'est pas ça que je veux dire. Alors que si on avait posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par là, ou qu'est-ce que vous entendez, et souvent des questions neutres. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe en toi. Voilà. C'est des questions nominatives, mais vraiment généralistes, qui ne vont pas orienter le sujet pour qu'il puisse vraiment s'exprimer. Par exemple, encourager l'autre à continuer cette exploration et aller creuser dans ses valeurs et du coup connaître son identité. Parce que si on ne pose pas de questions, on ne peut pas connaître vraiment l'identité et ce qu'est la personne en fait. On ne va pas au cœur, finalement, le cœur, là, ce qui vibre du soi et qui n'est pas forcément là dans la tête. Alors, la tête interfère, je pense, et on dit traduit. Alors, l'expression « je pense donc je suis » est pour moi totalement erronée. Non. Hein, oui, on est d'accord là-dessus. Je ressens donc je suis. Voilà, c'est vers là que j'en étais arrivée récemment. On se rejoint encore. Je pense que beaucoup seront d'accord. Peut-être que je préjuge ou parce qu'on n'a pas qu'une tête, on a un corps. Non, on a un corps. Hein, voilà. Donc, et on a nos émotions là. Et nos émotions nous parlent. Et même si on veut les étouffer... Alors, par exemple, tu vois, dans l'écoute, je pense à un truc là d'un coup. Tu as sans doute rencontré des personnes qui sont incapables de dire leur ressenti. Comment tu fais? Alors, moi, je vais te dire après, mais c'est le plus compliqué. Hein. C'est-à-dire que je vais peut-être passer par le corps. Voilà. Je vais leur dire, là, qu'est-ce que vous ressentez quand vous parlez de ça? J'ai un nœud dans la gorge, j'ai mal au ventre. Oui. Bon. Donc dites-vous, alors j'essaie de leur expliquer, j'ai dit le mental ment. Le mental, il est construit en fonction de votre histoire, en fonction de... Ça y est, c'est moi qui parle, là, je suis timide. En fonction de votre... Le mur invisible. Je te parle à toi. En fonction de votre programmation de vie, si vous étiez né au fond de l'Inde, vous n'auriez pas du tout cette histoire-là. Donc, votre mental, il est construit en fonction de toute votre histoire, de vos traumatismes, de vos souffrances. Donc, il va se référer toujours au passé pour programmer l'avenir. C'est ça. Le présent, voilà quoi. Alors que l'émotion, le ressenti, il est dans l'instant. Et il ne ment jamais. C'est ça. Jamais. Donc, qu'est-ce que votre corps, là, par exemple, je sens, comme toi, sûrement tu sens, je dis aux gens, là, vous avez une émotion, là, il y a un truc, là. Et, ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Alors, fermez les yeux et concentrez-vous sur ça. Vous étiez en train de me parler de votre maman, je dis n'importe quoi. Oui. Vous étiez en train... Et là, c'est le top, parce que Rogers disait que quand il y avait l'émotion, c'était gagné. C'est ça, exactement. Waouh. Ah ben oui, mais là, je m'en rappelais pas, mais ma mère, à un moment, elle a fait ça. Et là, il y a les larmes qui coulent. Gagné, c'est gagné. C'est pas pour faire pleurer les gens. On va nous prendre pour des tortionnaires. C'est pour libérer. Quelle bande de tarés. Ah là, j'ai mal au ventre.
qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez, quand vous m'avez dit ça tout à l'heure, ça a commencé quand votre mal au ventre? Oui. Quand je vous ai dit ça. Et qu'est-ce qu'il y a quand vous m'avez dit ça? Ah c'est bizarre, ça me rappelle mon père. Voilà. Je parle Bien sûr. Des parents, mais ça peut être les enfants, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Et alors? Eh bien, en fait, je passe, ou alors par la relaxation. Donc, on éteint le mental, on le met en veilleuse. En hypnose, c'est pareil. On met en veilleuse, on essaie de débrancher le mental. Ça a marché pour moi. C'est comme ça, parce que les yeux ouverts, avec le mental, je ne pouvais rien sortir quand j'ai fait ma psychothérapie. Et donc, elle me faisait relaxer. 5 minutes, ça suffisait. Elle me faisait réouvrir les yeux. Je déballais tout. Déballais tout. Et alors, il n'y avait pas de filtre. Ça sortait comme ça. Oui. Et je me suis parlé à moi-même. Parce qu'en fait, avant de parler au thérapeute, tu te parles à toi-même. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Complètement. Et bien plus encore. Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est extrêmement pertinent, c'est ça, c'est ce dialogue interne qu'on a besoin de restaurer. Parce qu'on ne peut pas communiquer ni entrer en relation avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, même avec une maison, même avec quoi qu'il se passe, une situation, machin. Absolument. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui va faire écho. Tout fait écho, tout entre en relation avec nous. Nous sommes des êtres relationnels, finalement. Mais cette relation, elle a d'abord été construite d'une certaine manière à l'intérieur de nous. Et si on devait aller peut-être encore un petit peu plus loin, elle est architecturée selon nos perceptions, en fait. Oui. Parce qu'on a construit notre adaptabilité pour survivre, finalement, au-delà même de vivre, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'est vivre. Il y a un réapprentissage sur ce qu'est vivre. Qu'est-ce que c'est vivre pour vous? Et alors, chacun va y mettre ses mots et ses besoins, etc. Quand on parle de manque, de besoin, qu'est-ce qui vous manque? Ce dont vous avez besoin, c'est la même chose en fait. On parle de la même chose, sauf que la personne va exprimer plutôt le manque, mais qui est un besoin en fait, et inversement. Mais du coup, ce système architectural de perception, qui est fonction de l'expérience, comme tu l'expliquais si bien tout à l'heure, de notre vécu, eh bien, il va donner un système de référence. Et ce référentiel-là, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il nous fait constamment passer du passé, de notre référentiel du passé, au futur. Et finalement, on n'est pas dans cet instant-là et on n'est plus dans l'écoute de nous-mêmes. Et on est coupé donc de nos émotions. Alors, par exemple, si je prends un exemple, quand une personne, là, très récemment, j'ai une personne qui me disait « je suis complètement perdue », elle ne pouvait pas identifier ses ressentis. Donc là, elle était même coupée de ses ressentis physiques. Je ne ressens rien. Ça arrive très souvent. Très souvent. Les gens ne se connaissent pas. Ne se connaissent pas. Et elle a en fait, c'est ce qu'on appelle l'état dissocié. Oui. Donc la personne, pour se protéger de quelque chose qui était extrêmement dur, crée un état dissociatif. C'est ça. Et quand tu es en état de relaxation, en fait, tu coupes le mental, donc tu es dans un état naturellement dissocié. C'est ce qu'on utilise finalement tous naturellement. On vit des états de conscience modifiés à différents moments où, quand on est relaxé, détendu, on regarde un bon film, on est dans un état dissocié. Sauf quand on s'associe au personnage. Voilà, ça c'est autre chose. Mais bon, devant un film, c'est pas grave. Devant un film, c'est pas grave. Ça relaxe plutôt que ça fait du bien. Sauf si on regarde un film d'horreur, là, c'est pour ça. C'est pas mon truc personnellement. Quoique les films à suspense ou drama, etc., c'est assez intéressant aussi. Mais bon, je fais la parenthèse. Je suis en train de m'éloigner du sujet. Revenons à nos moutons. Et leur tourne aussi. Et leur tourne. Ah oui. Et oui. L'humour. Tiens, tu viens d'en faire. L'humour, c'est vachement important. C'est vrai. Ça permet de court-circuiter finalement quelque chose et ça crée de l'autodérision. Et l'autodérision permet de moins se prendre au sérieux et de finalement de faire baisser évacuer la pression, la cocotte minute qui va exploser. L'humour, c'est de l'amour. L'humour, c'est c'est beau. Pas n'importe quel humour. Non, oui, attention. Oui, parce qu'il y a l'humour qui est méchant. Oui. L'humour méchant fait du mal. Cynique. C'est ce qu'on voit beaucoup à la télévision, l'humour méchant. Il faut toujours rester dans l'amour, en fait. Dans l'amour, Humour, amour, j'aime bien ce que tu dis. Et oui, voilà. On continue. On peut juste terminer peut-être par quelque chose qui pourrait peut-être aider les personnes
parce que même le but, c'est déjà de prendre conscience des phénomènes et des mécanismes internes. Et ce serait de se reconnaître. Si je te dis, est-ce que ce serait de se reconnecter à son instant présent, ce que je ressens à l'instant présent, même si c'est un peu difficile, ça pourrait être un réapprentissage que de pouvoir, même si c'est difficile pour la personne de se relaxer, il y a toujours un moyen de relaxation, même s'il est inconscient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin c'est ce que j'ai constaté, même pour des personnes qui ont du mal à être connectées à elles-mêmes, en dehors du mental, cette personne-là, je suis passée par un autre biais, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où je détourne l'attention de la personne de son mental. Donc, effectivement, par une forme de relaxation, même si la personne a du mal à lâcher prise, on va en parler, du lâcher prise. Qu'est-ce que c'est le lâcher prise ? Est-ce qu'on peut dire simplement laisser aller, détachement ? Voilà. Une forme de détachement où elle va avoir son attention focalisée sur autre chose. Donc ça va la mettre un peu en recul. Et de pouvoir ainsi accéder à accéder à des forces et des ressources qui sont dans l'inconscient. Voilà, qu'on l'appelle inconscient, qu'on l'appelle âme, peu importe le mot qu'on met dessus, ou subconscient même éventuellement. Mais enfin, après on peut rentrer dans des détails. Moi j'ai une question depuis tout à l'heure, là je te coupe. C'était voulu, hein. Là c'était voulu, on n'est plus dans l'écoute, mais c'est une question qui est vraiment... y a des personnes qui vont nous écouter, qui ne sont pas habituées au travail sur soi, et qui vont dire, oui mais moi je suis derrière ma carapace, là tout va bien, tout va bien, j'ai mes petites habitudes, j'ai ma zone de confort. Qu'est-ce que je vais trouver derrière ? Ah, très bonne question. Parce que là, je rencontre quelqu'un avec qui j'ai des affinités, mais en fait, je me rends compte que ça va pas, qu'on peut pas communiquer, pourtant on a tout pour s'entendre, mais moi je suis derrière ma carapace, et puis la personne en face qui a fait déjà un travail sur elle me dit oui, mais tu es quelqu'un de bien, il faut aller derrière ta carapace pour devenir qui tu es. Hein ? Mais s'il y a un monstre, mais je sais pas ce qu'il y a là. Alors ces personnes sont juste conscientes qu'il y a la carapace, l'armure. C'est ça. Alors quoi leur répondre derrière pour les mettre en confiance ? C'est peut-être le sujet d'un autre échange. Tu peux noter. Ouais. Parce que c'est souvent. J'ai déjà la réponse, hein, mais oui. J'ai peur de moi, j'ai peur de ce que je peux trouver derrière. Mais c'est tout à fait légitime et c'est une forme de protection qu'a mis l'inconscient. Donc on ne peut pas y aller trop brutalement, c'est pas possible. Non, il faut. Sinon il y a un risque de décompensation. Et c'est quoi une décompensation ? C'est un risque de mort. Oui. Voilà. Et puis il y a le gardien intérieur, le guide intérieur. De toute façon, tu vas pas pouvoir forcer. Non, mais c'est peut-être le thème d'une autre discussion. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Ah, mais énormément. Voilà. Et en fait, ceux qui viennent nous consulter sont prêts à aller de l'autre côté. C'est ça. Et ceux qui en auraient peut-être plus besoin c'est eux qui ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils vont être dans le déni, ils vont mettre le couvercle dessus. Et voilà. Et ils vont continuer à survivre au lieu de vivre. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ce n'est pas toujours notre responsabilité. Parfois, on ne peut rien faire. Mais comment on va leur expliquer qu'ils n'ont pas à avoir peur ? Au contraire, ils vont se libérer. On va faire un sujet. Ouais. Voilà. Ok. Bon. Merci beaucoup. Là, j'ose regarder la caméra. J'espère que ça vous a plu. Oui. On en fera d'autres. Oui, on espère. On attend vos retours nombreux en commentaire. Si vous avez des questions pour approfondir ce sujet ou un autre sujet. On va essayer d'en sortir une tous les mercredis soirs. Oui, voilà, ce serait sympathique de pouvoir faire des échanges comme ça. On a tellement de sujets à aborder. Oui, et en fait, on compte aussi sur vous pour aborder des sujets. Oui, pour nous envoyer des sujets. Qu'est-ce qui vous tracasse, qu'est-ce qui vous ennuie, qu'est-ce qui est... Voilà. Et voilà, ça va être passionnant. Passionnant. Bon, et bien on vous dit à très bientôt. On vous embrasse très très fort avec le cœur, justement. Avec le cœur. Et je pense que si on est dans le cœur, là, tout est possible. On est tous humains et on peut tous se comprendre. Exactement. Allez, hop. Voilà. Merci, le mot de la la fin. bibiche. Merci ma bibiche, je sais.